Le rendez-vous politique de Télémiroir, comme chaque lundi désormais. Ce soir, c'est avec Damien Allary. Bonsoir, monsieur Allary. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil général du Gard. Vous êtes également vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Vous êtes socialiste, dûment encarté. Et j'en suis fier. Et vous en êtes fier, d'accord. C'est la saison de la rentrée politique, des rentrées politiques. Ce week-end, tiens, il y avait le MoDem, pas loin d'ici, à la Grande Motte. Il y avait l'UMP, un petit peu plus loin, sur la côte basque. Il y a une dizaine de jours, c'était à La Rochelle, vos amis socialistes, vous n'y étiez pas? Je n'y étais pas, j'avais des amis qui y étaient, mais moi je n'y suis pas allé. Et le dernier rendez-vous avec vos amis socialistes, c'était où? C'était quand? Oh, mais je les vois souvent, vous savez, c'est pas parce que j'étais pas à La Rochelle que je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais le dernier rendez-vous socialiste, c'était bien hier, à la fête de la Rose de mon ami Alain Bertrand à Florac. Voilà, Alain Bertrand, on va y revenir dans un instant, peut-être de façon plus générale, hein, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines avec ces débats au sein notamment du Parti socialiste, avec cette université de La Rochelle qui apparemment a marqué une forme d'apaisement au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous l'analysez comme ça? Oui, je le crois, mais d'abord, vous savez, les rencontres à La Rochelle, chaque année, ce sont des rencontres, c'est pas un congrès. Notre congrès a eu lieu à Reims, il a laissé suffisamment de traces dans l'opinion publique et chez les militants pour qu'on ne s'en rappelle plus. Mais à La Rochelle, il était temps de retrouver l'apaisement, c'est la rentrée, je crois que les socialistes se sont parlé à La Rochelle, se sont entendus, se sont compris même, ça m'intéresse. Avec quelque chose qui a dominé les débats, c'est les histoires d'alliances. Alliances et les primaires aussi. Primaires pour les élections présidentielles et puis les alliances qu'on pourrait éventuellement être amené à faire à gauche avec d'autres partis pour les élections régionales d'abord. Alors les primaires, votre position à vous aujourd'hui? Des primaires au sein du Parti socialiste élargies? J'y suis très favorable et les élargir à 4 ou 5 millions de personnes parce que si on veut vraiment une primaire, il faut aller au-delà des militants. Sinon ce n'est plus une primaire. On l'a fait la dernière fois et on a vu que c'était une mascarade. Donc je crois qu'il faut élargir cela. Les primaires précédentes, aujourd'hui, cet échange entre Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, vous jugez que ça s'est mal passé? C'est plus le sujet, ça s'était mal passé, bon, on l'a vu, puis je crois, mais très, très sincèrement, qu'il faut en effet élargir le champ à l'ensemble des militants, des sympathisants, des gens de gauche, et on ne doit pas, nous, Parti socialiste, être hégémonique, ça doit se passer avec les candidats de gauche, et puis celui qui sera investi ici. Et si ce n'est pas un socialiste? Eh bien, écoutez, on en tiendra compte. Moi, je pense que ce sera un socialiste ou une socialiste. Mais si ce n'est pas un socialiste, s'il est investi par 4 à 5 millions de personnes, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est ça, la vraie démocratie. Et comment on définit, comment on arrête ce collège électoral de 4 ou 5 millions de personnes? Alors là, il faut voir sur les feuilles électorales, il faut prendre les registres en mairie, et puis après, il faudra certainement mettre une cotisation. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que tout le monde puisse venir comme ça pour s'amuser. Il ne faudrait pas que des militants UMP viennent fausser le résultat? Bien sûr, mais ça s'organise. Les Américains l'ont fait, on n'est pas idiots, on peut aussi le faire. Il n'y a pas de souci. Alors les primaires, c'est une chose. L'autre grand débat qui nous concerne aussi, évidemment, ici très directement, c'est celui des alliances. Le MoDem était, on vient de le dire, en université, c'est pas loin d'ici, à la Grande Motte, ce week-end. Et clairement, on a vu cette évolution de François Bayrou vers la gauche. Aujourd'hui, c'est un allié normal, naturel, le MoDem? J'ai compris que François Bayrou tendait la main à la gauche, bon, ce qui est intéressant. Mais il faut voir ça dans le cadre d'un deuxième tour, je pense, et pas se presser. Il faut d'abord savoir comment on peut construire avec le MoDem. On l'a fait déjà. Regardez Bertrand en Lozère, par exemple, et d'autres. Martine Aubry à Lille. Martine Aubry à Lille. Georges Frêche à Montpellier, avec Hélène Mandroux. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Enfin, Hélène Mandroux l'a fait. Mais faut-il s'entendre sur un programme? Faut-il s'entendre sur un projet? Et puis, quand on fait une alliance, il faut qu'elle dure. Il ne faut pas qu'elle dure simplement quelques semaines ou quelques mois. On part toujours pour 5, 6 ans ou plus. Donc, pourquoi pas, mais il faut voir comment. Voilà. Cette ouverture vers le centre, c'est un peu peut-être une aubaine pour vous au moment où les alliances avec les Verts, notamment, deviennent apparemment plus complexes à mettre en place? Vous savez, l'aubaine, c'est peut-être pas comme ça que je le vois. Moi, je souhaite savoir si aujourd'hui, dans ce pays, on en a assez de la politique de M. Sarkozy ou pas. Donc si on en a assez, il faut qu'on se groupe, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on fasse des alliances pour faire une autre politique. Et c'est là que ça peut, à partir de là que ça peut se passer. Sinon, on n'y arrivera jamais. Moi, je dis faire de l'anti-Sarkozysme par plaisir, ce n'est pas un projet politique, ça. Il faut un projet politique
à voir avec qui on le fait. On a des partenaires, c'est pas nouveau, la gauche doit se retrouver, et pourquoi pas élargir s'il y a un centre-gauche, si M. Bayrou est d'accord. Mais il ne faut pas que M. Bayrou vienne déjà dans un jeu pour troubler le jeu de la gauche. Donc c'est ça qui est important. Et moi, est-ce que M. Bayrou n'est pas là pour jouer son rôle personnel d'abord, prioritairement ? Ce qu'on a vu jusqu'à présent de M. Bayrou, c'est que je crois qu'il rêve depuis qu'il est enfant d'être président de la République, et il joue un jeu personnel. Donc à partir de là, il faut qu'on y fasse attention, mais M. Bayrou n'est pas tout seul dans le MoDem. Donc on a vu comme il s'est quand même écroulé aux élections européennes, avec 8%, alors qu'il pensait à faire 15, 17, 18. Donc je crois que M. Bayrou, il faut qu'il mette un peu de l'eau dans son vin, et qui discute avec nous, et puis surtout les sympathisants du MoDem. Voilà. Alors si on vous a invité ce soir, c'est aussi, vous vous en doutez bien, pour parler des régionales. C'est la prochaine échéance importante au niveau national, mais évidemment ô combien importante au niveau régional. On sait l'importance aujourd'hui des régions en matière de développement économique, et surtout en période de crise économique. Alors, d'abord, vous êtes vous-même conseiller régional, vous faites partie de cette majorité aux côtés du président Georges Frêche. Quel bilan, à quelques mois maintenant de la fin de votre mandat, vous tirez de cette mandature ? Vous avez bien fait de le rappeler, je suis conseiller régional depuis 1986. Je dois être maintenant un des plus anciens au conseil régional. Vous voyez, j'y étais en 1986 dès la Sans discontinuité ? J'ai 4 ans, je crois, quand j'ai été député. Voilà. C'est tout, mais sinon j'y suis depuis sans discontinuité. Alors le bilan. Parce que bon, depuis 86 au début c'était avec Jacques Blanc. Alors maintenant, j'ai vécu les deux choses. Bon, et vous étiez dans l'opposition. Dans l'opposition, j'ai lutté fortement contre les alliances qui avaient été faites avec le Front National à l'époque, donc c'était pas facile. Aujourd'hui, je suis dans la majorité maintenant depuis 5 ans. Ce que j'en tire comme bilan, c'est que cette région était la 21e, 20e région au niveau des régions françaises. Elle est aujourd'hui la 5 ou 6e. Donc ça veut dire que la politique qui a été menée... Sur quelle base statistique? C'est quoi? C'est la production intérieure? Sur la production, sur l'économie. Puis c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. C'est les chiffres de l'INSEE. Quand on regarde en économie, par exemple, on dit on a une région qui est montée à 5, 6, peut-être la 6e, peut-être pas la 5e, mais la 6e. On était 20e. Je crois qu'il y avait la Corse derrière nous et puis une autre région, je ne sais plus laquelle. Donc on a un bilan qui est très positif et très favorable. Et notamment tout ce qui avait été programmé avec la liste Union Toute conduite par notre leader Georges Frêche, par le président Frêche, en matière d'éducation par exemple. Je rappelle aux citoyens de cette région que c'est 1,3 milliard, c'est 5 lycées qui ont été construits en 5 ans, 5 lycées neufs, dont 2 dans le Gard. C'est quand même important. C'est 100 000 élèves qui ont bénéficié de la gratuité scolaire, totalement. Donc on ne va pas tout décliner, vous êtes fiers de votre bilan. C'est 85% de matériel roulant, c'est important dans les terres, les transports, qui a été renouvelé. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc vous dites le bilan, il est très bon, mais pourtant votre première secrétaire, Martine Aubry, ne veut pas de ce président-là. Écoutez, pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée comme ça. Il y a eu des bruits de couloir, mais Martine Aubry n'a encore pas pris position. Et je serai à Paris mercredi avec quelques amis de la région pour la rencontrer et pour parler justement de Georges. Ça veut dire que vous allez essayer de la convaincre de partir, que vous, socialistes, partiez derrière Georges Frêche, qui n'est plus encarté Parti socialiste aujourd'hui. Il n'est plus au parti, mais vous savez, moi j'ai été le seul député sur la Ve République à avoir quitté mon mandat de député volontairement pour venir travailler avec Georges Frêche à la région. Donc je ne vais pas maintenant, 4 ans après, ou 5 ans, ou 6 ans, le renier. Moi j'ai passé 5 ans à ses côtés. Je l'ai accompagné dans de nombreuses visites à l'étranger, notamment quand on a ouvert les maisons de la région. Dernièrement en Israël pour le port de Sète et pour essayer de créer une station de thalasso pour la peau sur les salins du Midi qui sont en péril, à Aigues-Mortes. Donc moi j'ai vu l'efficacité de l'homme. Je connais bien Georges Frêche, et particulièrement depuis 5 ans. J'ai travaillé à ses côtés, j'ai vu son efficacité, je sais que c'est un homme de cœur et de raison. C'est un grand visionnaire et c'est quelqu'un qui a conduit la région dans une période de crise avec non pas un bouclier fiscal, mais avec un bouclier anti-crise. Et de ça, si vous voulez, on peut en parler. Mais on a quand même créé un grand nombre d'emplois dans cette région. En matière de tourisme, j'ai vu récemment que la région Languedoc-Roussillon était une des meilleures régions au niveau, sur le plan du pays, qui a accueilli cette année de nombreux touristes par la Damien Larry, on a compris que vous défendez ce bilan et on imagine que dans les 6 mois qui viennent, vous allez je défends le président.
hardiment et vous défendez le président. Il y a des étapes donc avant la constitution des listes. Il y en a une que l'on a découvert, même quand on s'intéresse depuis longtemps à la politique, c'est cette nomination d'un premier socialiste ou d'un responsable socialiste pour constituer la liste. Et apparemment, il y aurait une rivalité, une compétition entre Alain Bertrand, chez qui vous étiez hier, on l'a compris, et puis donc qui est le responsable socialiste de Lozère, maire de Mende, et puis Éric Andrieux qui lui vient de l'Aude, candidat malheureux aux élections européennes. Éric Andrieux revendique cette place de premier socialiste pour les régionales. Bon, je connais les deux personnes très bien. Éric est un ami également et j'ai beaucoup de respect pour Éric Andrieux. Il a fait une très bonne campagne aux européennes, il a perdu, bon, c'était difficile. Mais je crois qu'Alain Bertrand, et je suis sûr qu'Alain Bertrand est celui qui a déjà derrière lui 4 fédérations sur 5 socialistes, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard et la Lozère. Il y a quelques semaines en arrière, on s'était réunis en Lozère et on avait décidé de soutenir les 5 départements, de soutenir Georges Frêche. Et on va toujours le soutenir parce que c'est encore pas sûr qu'on ait un premier socialiste. On en discutera mercredi avec Mme Aubry. Donc je connais les deux personnes et M. Bertrand fait figure de rassembleur dans cette affaire. Donc Éric Andrieux était à l'époque d'accord. Il a été malheureux aux européennes, donc je comprends qu'aujourd'hui, il réclame d'être le premier des socialistes. Il a derrière les Audois qui lui demandent, ce qui est normal. Si j'étais candidat, moi, les Gardois le feraient, les socialistes. Donc, on verra bien. Mais on va essayer. Vous allez essayer de lui demander de retirer sa candidature ? On va essayer de lui dire de retirer sa candidature. Et puis moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on n'ait pas de premier socialiste à désigner. Je souhaiterais que Georges Frêche soit d'entrée tête de liste. Et puis, on clarifie la situation le plus rapidement possible. Vous savez, si ce n'est pas Georges Frêche, je le dis tranquillement, la région repassera aux mains de la droite. Voilà. Et si c'est Georges Frêche, ce sera sans les Verts? Bah écoutez, ça il faudra en discuter une fois que c'est en tout cas ce qui a été dit, redit, déclaré par beaucoup de personnalités des Verts. Une fois que notre tête de liste sera désignée, c'est là qu'on commencera, comme on l'a fait en 2004, à faire des accords. On rencontrera l'ensemble des partis de gauche, et notamment les Verts. Et je crois que ce qui est dans la tête de Georges Frêche, en tous les cas, et dans la mienne, c'est qu'il faut faire des alliances la plus large possible pour essayer de garder cette région. On montre bien que la droite et la gauche, ce n'est pas pareil. Le travail de 5 ans, de ces 5 années, montre bien qu'on a un bilan favorable. Et vous savez, dans l'opinion publique, moi qui suis pas... Je suis plutôt consensuel de nature. Je crois que je préside ce département depuis 10 ans. Il y a maintenant plus de 30 ans que je fais de la politique. J'ai détenu 16 mandats. J'ai été élu chaque fois. Donc les gens, je crois, ça se passe bien. Qu'ils soient même des centristes, même de droite, moi, je suis bien avec tout le monde. Mais je sens dans l'opinion publique que les gens attendent Frêche. Ils attendent Frêche avec une équipe. Pas Frêche tout seul. Et puis, il ne faut pas croire que Georges Frêche est tout seul à la région. Moi, j'ai exercé une vice-présidence en matière économique, sur ma question de France. Ce n'est pas le dictateur que présente certains. Pas du tout. Il a un tempérament, on connaît le bonhomme. Bon, il a un tempérament fougueux, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Des fois, ça dérape un peu, mais quand on a la chance de connaître l'homme, quand on a vu ce qu'il a fait de la ville de Montpellier, de l'agglomération de Montpellier et des 5 années qui viennent passer à la tête de la région, je crois qu'il faut encore continuer avec lui un mandat de plus. Voilà. En tout cas, votre position est claire, vous l'avez dit, réaffirmée, on a bien compris. Tiens, un mot sur la polémique du moment, la taxe carbone, l'élu rural. Je pense que vous serez d'accord avec cette définition que vous êtes des Cévennes. Vous pensez que c'est pas bon, justement, puisque ça risque de peser plus lourdement sur les foyers ruraux, ou vous pensez qu'il faut quand même aller vers une taxe carbone? Je veux rectifier un petit peu ce qu'on dit. L'élu rural, c'est vrai, je suis né dans les Cévennes, donc je connais la ruralité. Vous êtes conseiller général de Mais je suis conseiller général d'un canton rural, mais je suis également président du conseil général où il y a Nîmes, il y a Alès, il y a Bagnoles, il y a des grandes villes. Donc la ville m'intéresse aussi et je le dis, même si la ruralité m'intéresse. D'accord, alors vous m'avez repris. La taxe carbone. Le petit paysan de la truc, bon, c'est mes racines. L'urbain que vous êtes alors, voilà, la taxe carbone. Mais la taxe carbone, je crois que c'est une bêtise parce que c'est encore ceux qui ont le moins qui vont payer. Donc je suis pour une fiscalité écologique, ça il faut le dire, parce qu'on ne peut pas continuer non plus comme ça à déverser des millions de tonnes dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on a créé le projet Edgar, d'ailleurs le projet des transports, pour laisser un peu plus les voitures au garage.
Donc je crois que c'est un plus bon de projet. transport, mais pas la taxe carbone. Mais voilà, bien sûr. Et puis une fiscalité écologique, mais payée par soit les grands pollueurs, les grandes entreprises, etc., mais qu'on n'aille pas chercher encore dans le porte-monnaie de ceux qui ont presque plus rien, 30 ou 40 euros par mois pour essayer de les brimer un peu plus. Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Je m'en rends compte tous les jours en tant que président du Conseil général. Damien Larry, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous du lundi. La semaine prochaine, c'est Philippe Bertha pour le Modem qui sera à votre place. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir. Merci Pierre-Paul Castelli.